Nouveau lieu, nouveau livre donc, puisque nous avions déjà eu cet échange et cette discussion anciennement sur la question des psychoses dans les anciens locaux de Psycasoc et au sein de ton précédent cabinet. Aujourd'hui, c'est ton nouveau cabinet et le nouveau lieu de Psycasoc. On poursuit cet échange autour d'un nouvel ouvrage qui s'intitule La folie créatrice. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, La folie créatrice, sous-titre Alexandre Grothendieck et quelques autres. Première question qui s'impose d'elle-même. Il y a une forme de prolongement donc, sur la question des psychoses. Pourquoi un nouveau livre sur cette question-là, alors que ton précédent n'est pas si vieux? C'est les psychoses, la prise en compte des psychoses dans le travail social. Dans le travail éducatif. Dans le travail éducatif, c'est ça. Pourquoi à nouveau, puisque tu traitais déjà de la proximité entre la psychose et le génie créatif, hein, pourquoi un nouvel ouvrage, un nouveau travail, une nouvelle... Est-ce que tu ouvres de nouvelles questions? Est-ce que c'est la question du moment qui dure depuis quelque temps, cette question des psychoses? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Là où j'ai commencé à entamer la question dans le premier bouquin, là, tu sais, sur les psychoses, c'était en fait juste deux pages, je crois, pour signaler qu'il y avait une ouverture aux psychoses en dehors des questions de psychopathologie, dans le domaine de la création. Voilà. Alors je signalais qu'il y a un certain nombre d'artistes, peintres, musiciens, poètes, mathématiciens, etc. Et je citais notamment le nom d'Alexandre Grothendieck à ce moment-là. Donc en fait, je réouvre le sillon à cet endroit-là pour montrer comment, plus précisément dans la vie d'une personne comme Alexandre, se pose la question de la psychose et de la création, comment ça s'associe. Puisque Alexandre Grothendieck est sûrement un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, était en même temps un paranoïaque, ce que Lacan désignait comme un paranoïaque de génie, tu vois. Paranoïaque de génie, c'est-à-dire qu'il va se lancer très tôt, mais très jeune, dans les mathématiques, non pas dans le sens d'une recherche mathématique en tant que telle, mais parce qu'il repère que dans les mathématiques, il y a un outil pour contrecarrer l'œuvre du diable. Autrement dit, il a affaire à une entité supérieure qui n'arrête pas de détraquer l'univers, et il est en charge, lui, finalement, de rétablir le déséquilibre, de rétablir plutôt l'équilibre que le diable lui-même n'arrête pas de déséquilibrer. Donc là, cette espèce de logique, je trouve que ça valait le coup de la mettre au travail. Alors c'est à peu près la moitié du bouquin, pour montrer comment il y a dans ce qu'on appelle la folie, je pense que le terme finalement est plus intéressant que le terme scientifique de psychose. La folie, ça nous dit qu'il y a des êtres humains qui sont construits sur ce mode-là et que ils sont parmi nous, ils font partie de la société comme les autres. Et ça montre qu'il y a une logique à l'œuvre dont il faut tenir compte, et une logique de création finalement. Alors qui prend sa place, des fois qui tombe dans l'escarcelle de l'art, de la création scientifique comme chez Alexandre, mais pas toujours. Pas toujours, parce qu'une de ses dernières trouvailles, moi je ne suis pas tellement scientifique, mais une de ses dernières trouvailles, c'est que l'œuvre du diable aurait trafiqué la vitesse de la lumière, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de 300 000 km à la seconde, ça n'irait plus qu'à 291 000, je ne sais pas quoi, enfin bon, là je doute un petit peu, mais enfin bon. C'est-à-dire qu'il y a des fois des dérapages qui ne peuvent pas rentrer dans le champ de la science, en tout cas pour Alexandre, ou de l'art pour d'autres, et d'autres qui en fait ont permis, sans doute grâce à sa folie, d'ouvrir des voies qu'on n'avait jamais ouvertes jusque-là. C'est donc une forme de prolongement et d'aboutissement du précédent bouquin, puisque tu insistes là sur cette idée de bricolage au-delà
de la notion de suppléance, parce que c'est vrai qu'on est, on est envahi par l'étayage, la suppléance dans les psychoses, etc. Il me semble que dans ce premier bouquin, tu travailles pas mal déjà cette idée donc de bricolage, de solutions subjectives pour le psychosé. Est-ce que donc ça ne serait pas la folie créatrice, une forme de réponse de ta part un petit peu radicale et ultime, pour dépsychopathologiser les psychoses et vraiment retravailler la question sur le plan de la création et sur le plan de l'éthique créative? Ouais. On peut reprendre la question peut-être à partir du vocabulaire que Lacan nous a transmis. Effectivement, parce que dans le séminaire 3 là, sur les psychoses, il est sur, alors forclusion du nom du père, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un démaillage dans la psychose qui fait que l'accrochage au langage à un moment décroche. Et ce qu'il dit, c'est que le psychotique, finalement, va être obligé d'envisager des suppléances. Mais ça, c'est une construction. Toute la construction historique de la folie a été élaborée de cette façon-là. En gros, les mecs, ils ont une case de vide, quoi. C'est toujours construit sur le fait que, à la différence des névrosés qui, eux, seraient à peu près stabilisés, dans la psychose, il y aura quelque chose de défaillant, auquel il faudra suppléer. L'histoire des suppléants chez Lacan, c'est ça. Mais ça, c'est le séminaire 3. Et la fin de son enseignement, c'est surtout là-dessus que je m'appuie, puisqu'il dit, de toute façon, tout le monde est fou. On va dire, nous allons tous traverser la psychose, notamment dans les premiers mois de l'enfance, jusqu'au stade du miroir. Et puis, bon, pourquoi certains sujets ne franchissent pas le pas au-delà, on ne sait pas trop. Mais il pose dans ses derniers enseignements que le noyau dur, le noyau premier de l'appareil psychique, c'est la psychose. Et ça me paraît intéressant, parce que du coup, c'est la question des suppléances, qui aura à suppléer un défaut de construction psychique, tombe à ce moment-là, pour dire, finalement, tous les êtres humains ont, comme tu dis, à bricoler leur vie, quelle qu'elle soit, et les jugements ou les catégories psychopathologiques, à un moment, alors c'est pas qu'elles sont défaillantes, mais elles sont à nuancer. Elles sont nuancées. C'est une construction socioculturelle, la psychose, et la psychopathologie aussi. Hein. Je reprends d'ailleurs un texte que j'avais déjà creusé dans le premier bouquin, le livre de Catherine Clément à Sudir-Kakar, hein, qui montre que selon les endroits de la planète, on aura des constructions complètement différentes. Chez nous, en Occident, l'histoire d'une patiente qui s'appelait Madeleine Lebouc va être... elle était en communication permanente avec Dieu, elle marchait sur la pointe des pieds, etc. Bon, la traduction de ce désordre, c'est « elle est folle ». Et puis, logiquement, on la confie au bon soin du professeur Janet. Et elle va passer toute sa vie dans le service de Janet. Et à l'autre bout du monde, ce que raconte Sudir-Kakar, on a un jeune homme qui a 15 ans et qui présente les mêmes troubles. Il est en communication avec tout un tas de dieux, parce qu'ils en ont beaucoup là-bas. Mais la traduction ne se fait pas dans le champ de la psychopathologie, mais dans le champ de la religion. Donc, logiquement, la construction logique sociale, c'est qu'on va le confier aux prêtres de la déesse Kali, qui pendant une quinzaine d'années vont l'initier aux textes sacrés, aux pratiques de yoga, etc. Et ce type s'appelle Ramakrishna, c'est un des grands sages de l'Inde moderne. Alors c'est intéressant, pas pour ni critiquer, ni mettre à la poubelle nos catégories pour penser la question de la psychose, mais peut-être pour les nuancer et revenir, c'est un peu moi, ce que je retiens du dernier enseignement de Lacan, quelque chose de premier, que nous avons d'abord été psychotiques et qu'on s'est débrouillé plus ou moins avec ça. Nous sommes devenus névrosés les uns les autres. Je trouve que c'est intéressant de prendre par ce bout-là. Effectivement, c'est bien ça peut-être le sillon que tu creuses, parce que je me disais en t'écoutant que bien sûr que on a pu travailler sur comment on peut, par le passage de la création des arts, faire quelque chose de son symptôme plutôt. Mais il me semble que dans la folie créatrice, tu vas un petit peu plus loin, c'est-à-dire que par rapport au parcours de vie
d'Alexandre Grothendieck, tu proposes quelque chose de particulier à cette folie du psychosé, je ne sais pas comment le dire, qui nous reverse ou nous re-questionne sur le versant éthique. Il me semble que tu dis quelque chose de vraiment très... Il y a une incise là dans ton écrit qui est l'éthique créatrice d'Alexandre Grothendieck. Je ne sais pas ce que ça t'évoque de le dire comme ça, mais comme tu as été quand même assez proche à certains moments de son parcours de vie, qu'est-ce que tu pourrais dire sur, parce que je trouve que c'est une question quand même essentielle aujourd'hui, pas simplement dans la santé, en psychiatrie, dans la clinique, mais cette question du vivre ensemble et du lien entre la folie et le vivre ensemble. C'est ça, la question de l'éthique, je pense qu'elle est centrale. À partir du moment où on pense qu'il y a une éthique du sujet, et que chaque sujet va se débrouiller, comme il peut d'ailleurs, comme on peut les uns les autres, hein, c'est pas si simple, pour vivre parmi les autres. Et il me semble que ça ramène la question de la psychose à un endroit du commun finalement. Là où on ne serait pas dans des processus, quand même qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, de ségrégation, de marquage, de stigmatisation, quoi. Accepter c'est pour ça que le dernier chapitre que je travaille, c'est du côté de la poésie, parce que là, il y a quelque chose, on voit bien chez quelqu'un comme Artaud, par exemple, on voit bien, ou chez Michaud, enfin bon, on voit bien comment la question de la poésie, à un moment, fait pont commun au-delà des catégories psychopathologiques. Et à un moment, on s'en fout, quoi. Ouais. On s'en fout qu'il y ait des fous. On s'en fout. Ben, je trouve que c'est pas la question, quoi. Alors peut-être que la question de l'éthique, elle prend à cet endroit-là. S'il y a une éthique du sujet, il y a accepté que chaque sujet se débrouille comme il peut avec le réel pour fabriquer une réalité, de toute façon, plus ou moins délirante, quoi. Hein? Est-ce que c'est une façon aujourd'hui, finalement, pour toi de reparler, puisque la psychothérapie institutionnelle, Toscaïès, Houry, bien sûr, et d'autres, enfin, ce lien entre la poésie, la psychiatrie institutionnelle et la fonction asilaire, je crois que le dernier chapitre, il y a le terme asile dedans. Tout à fait. Est-ce que c'est une façon pour toi de reparler et de retraiter à ta façon de la psychothérapie, de ce courant de psychothérapie institutionnelle, qui est quand même aujourd'hui, je dirais d'un point de vue clinique, d'un point de vue anthropologique presque, un petit peu en panne, rejeté dans les cordes, d'un point de vue clinique, etc. Oui, c'est sûr. Bon, c'est une façon de reposer l'essence de la clinique, il me semble. Alors si tous les mouvements de psychothérapie institutionnelle, mais aussi la psychiatrie humaniste, enfin bon, cette grande psychiatrie qu'on a connue après la Révolution, avec Pinel, Esquirol, enfin bon, c'est tout un mouvement dans lequel vient s'inscrire la psychanalyse. Si aujourd'hui c'est battu en brèche, c'est parce qu'on voit bien, on est dans une société qui veut fabriquer un homme unidimensionnel, comme disait Marcuse, unidimensionnel, c'est-à-dire que tout le monde marche au pas en gros. Alors qu'à partir du moment où on pose la question du sujet, ça ne marche pas au pas à sujet. Ça ne marche pas du tout d'ailleurs. Ça ne marche pas, c'est boiteux, ça cloche. Et alors je sais pas. Moi je ne suis pas aussi pessimiste que toi parce que bon, je trouve dans pas mal d'institutions, je sens qu'il y a ces brandons, là, ces germes de retour à quelque chose du côté du bon sens, quoi. Parce que c'est pas autre chose la psychothérapie institutionnelle. Quand Houry disait c'est la moindre des choses, je veux dire, c'est art des pâquerettes, c'est la moindre des choses qu'on doit à des êtres qui, comme il y a un personnage qui s'appelle Michel dans le film de Nicolas Philibert, il dit c'est vous qui m'avez rendu malade, la société. Mais c'est vous. Mais c'est vous aussi qui m'avez permis de me soigner. Bon, alors je trouve que c'est magnifique dit comme ça. Hein, alors c'est ce qu'on doit à des êtres qui sont mis en marge et qui cherchent asile finalement
pour se supporter, pour supporter les autres. Ça pose quand même une sacrée question de comment ouvrir les établissements, et ça c'est toute une question politique, comment les gens, quand on dit qu'ils sont psychotiques, peuvent trouver leur place. Et là je pense que le bouquin répond en partie à la question, parce que Alexandre Grothendieck, par exemple, pendant 20 ans, est accueilli par la communauté scientifique, et je dirais dans une forme de reconnaissance de ses capacités créatrices. Bon, ensuite, il va être accueilli quelque temps par le mouvement écologique, etc. Enfin bon, je pense que ça pose vraiment la question au niveau social, comment on invente des espaces d'accueil, des lieux de dépôt finalement, des bricolages, moi je dirais de chacun, quoi. Je retourne la question. Oui. On a pensé la psychothérapie institutionnelle du côté institutionnel, comment on peut ouvrir l'institution du côté social, parce que sinon on risque de fabriquer des ghettos. C'est peut-être pour ça que c'est en veilleuse aujourd'hui, mais c'est ça. Il y a quelque chose à repenser, je pense, du côté de la politique de la folie, quoi. Alors il y a quand même un lien entre les deux qui est assez fort, c'est-à-dire que je crois que dans ton livre, tu montres bien une forme d'intimité. Il y a un partage entre toi et Alexandre à un moment donné de votre vie où vous vous croisez. Et il me semble qu'il y a quelque chose, puisque ce livre n'est pas évidemment une répétition du précédent, il sort je dirais, de la structure manuelle, ou à l'usage d'eux. Il y a quelque chose de plus intime dans la folie créatrice, justement, du fait de ta rencontre avec Alexandre Grothendieck. Qu'est-ce que... J'aurais envie que tu dises quelque chose, puisque la psychothérapie institutionnelle naît de la rencontre des psychoses. Je crois que dans ton écriture, il y a quelque chose qui naît de la rencontre à Alexandre, et de façon très spécifique, et de cette rencontre de transfert à lui. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là Enfin, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? C'est une question difficile, hein. J'en ai conscience, mais je crois pour t'avoir lu sur ce... Tu m'as fait l'amitié de réaliser la préface, mais et je le dis à la préface, je trouve que c'est un de tes livres les plus personnels, les plus intimes. Alors, est-ce que c'est du côté de l'hommage à Alexandre? Je trouve pas seulement. Non. Pas uniquement, non, c'est pas non, ça. Non. Voilà. Et je te remercie de ta question parce qu'elle est complexe quand même. Ouais. C'est-à-dire que quand je parle de créer des lieux d'accueil, alors pour les psychotiques, je pense que ça se pose particulièrement. Ce que Lacan nous disait à sa façon, se faire le secrétaire de l'aliéné. Le fameux secrétaire de l'aliéné. Et voilà, mais ça ne peut pas se faire comme ça de façon abstraite. Ça ne peut se faire que dans le transfert. Autrement dit, c'est un lieu psychique qu'il faut ouvrir. Je pense qu'il y a toute la dimension du transfert. Alors il se trouve qu'Alexandre, je l'ai connu dans d'autres circonstances que la thérapie. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a jamais fréquenté de thérapeute, qui s'est soigné à sa façon, avec la recherche, les mathématiques, l'écriture, en travaillant 18h, 19h par jour, quoi. Enfin bon. Donc voilà, je crois que là tu poses une question qui est importante, c'est-à-dire que très souvent on le prend du côté de la matérialisation. Il faut créer des lieux d'accueil, mais ça ne veut rien dire en tant que tel. C'est ça. Des lieux d'accueil, si les accueillants en tant que tels ne sont pas eux-mêmes en position de recevoir et d'échanger, enfin bon, c'est tout le mouvement de la relation humaine et de la rencontre qui est posé à travers ça. Et ça ne sera jamais de l'ordre d'un truc, on ne sait pas bien comment faire, ça se fait, quoi. Ça se fait. Parce qu'Alexandre, moi je l'ai connu dans les milieux écologiques à l'époque, et puis bon, il y a eu quelque chose qui s'est noué dans le transfert, on voit bien, je l'ai dit au début du bouquin,
le fait que je sois né dans un camp de nomades et que lui, la question des camps ait énormément marqué sa vie, puisque son père a été interné à l'âge de 17 ans par le tsar, il se battait contre le tsar. Ensuite, il a été interné par Lénine, et puis, bon, il est mort dans un camp. Sa mère aussi, avec lui, lorsqu'il était jeune, à Rieucros, ont été enfermés tous les deux. Enfin bon, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est noué, mais au-delà du nouage, au-delà de la rencontre humaine en tant que telle, je crois que la question thérapeutique ne peut pas opérer au-delà. Voilà. Donc j'y vais de quelque chose d'assez personnel. Moi, c'est vrai, j'ai été un petit peu à reculons pour écrire ça, parce que c'est toujours délicat de poser quelque chose qui vient de soi dans un travail de ce type-là. Mais en même temps, je pense que si l'analyste, le thérapeute n'est pas engagé à ce niveau-là, je pense que ça ne tient pas, quoi. Il y a quelque chose qui est bidon, voilà. Donc là, je dirais, je tisse quelque chose au-delà de cette rencontre avec Alexandre Grothendieck pour poser la question profondément de qu'est-ce que c'est que le transfert, quoi. Oui, parce que lui-même, il était dans une forme de réticence par rapport à ses productions, à ses rencontres, à cet autre que tu évoquais, dont peut-être tu as été à un moment donné aussi le lieutenant. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure du rapport d'Alexandre vis-à-vis du diable et de cet ordre du monde satanique contre lequel il luttait par la force jour et nuit des mathématiques finalement. Enfin, c'était une entreprise colossale qui a été la sienne. C'est finalement ça aussi que tu as traité d'une certaine façon du côté d'une élaboration du transfert, en prenant appui sur la rencontre d'Alexandre. On peut le dire comme ça, parce que c'est vrai qu'à un moment, Alexandre, lui, était, jusqu'à la fin de sa vie, c'était un peu comme ça, était obnubilé par le fait qu'il y a des surhommes qui allaient sauver la planète. Enfin bon, je comprends, dans son combat contre le diable, il cherchait des alliés. Et il y a un moment, il est venu... Et toi, tu étais un allié ou tu étais du côté du diable? Alors, il est venu me trouver à un moment où... Moi, j'étais dans des mouvements écologiques, à la campagne, tout ça, etc. Et puis, bon, il pensait qu'on faisait partie de cette nouvelle humanité, etc. Bon, moi, je pense que c'est un peu bidon, il n'y a pas de surhomme, quoi. Il faut se débrouiller, mais enfin, bon. Il y avait cette recherche-là, dans une position, je dirais, transférentielle, massive. Ensuite, à la fin d'ailleurs, mais personne ne pouvait le voir, Alexandre, à la fin de sa vie, il était complètement reclus. Pendant 23 ans, il était enfermé en Ariège, dans un petit village, dans sa maison. Alors, on a eu pas mal d'échanges par courrier, mais ce qui m'a fait comprendre, mais un problème, c'est que j'ai perdu les lettres. Alors, je suis malheureux, je ne sais pas où je les ai foutues. Je les retrouverai un jour. Mais ce qui m'a fait comprendre, c'est qu'il fallait le laisser tranquille, quoi. Il y a un moment... il m'écrivait, tu ne te rends pas compte de l'œuvre que j'ai réalisée, enfin, il ne faut pas me déranger actuellement, quoi, voilà. Mais on voit bien que au-delà d'Alexandre, de la rencontre avec Alexandre, toute la question du transfert, elle réclame un travail d'élaboration permanent, c'est-à-dire que le thérapeute, là je saute un petit peu un pas par rapport à l'histoire d'Alexandre, mais celui qui se met dans cette position de thérapeute, d'analyste, il doit délirer autant que le psychotique, quoi. Parce que sinon ça ne tient pas. Hein. Alors je sais que ça fait drôle de dire ça, mais enfin bon, c'est ce que j'ai essayé de montrer quand même. C'est quand même intéressant, peut-être que notre échange, j'étais en train de me dire, on boucle la boucle de notre conversation, parce que c'est peut-être intéressant que nouveaux lieux d'écriture à travers ce bouquin, nouveaux lieux d'écriture clinique à travers ce nouveau lieu de ton cabinet, dans le cadre de cet encore nouveau lieu de Psychasoc,
tu es bien, comme je te l'avais déjà dit, le talonneur, pour prendre la métaphore rugbystique. Je crois que tu continues et tu nous aides, à nous, travailleurs sociaux, nous, psy de tous acabits, nous, universitaires, formateurs à l'IRTS, etc., de pouvoir poursuivre ce questionnement et cette énigme, là, avec Alexandre, ici, avec Psychasoc. Tu es bien au talonnage, donc. C'est toi qui es une sorte de maître du jeu, mais pas au sens du discours du maître. Toujours dans le discours analytique. Avec, et j'en profite pour le placer, affiler la métaphore rugbystique, c'est-à-dire le seul jeu quand même où, pour avancer, on est obligé de faire la passe en arrière. Est-ce que, je crois que ce livre, je crois que ce Picasso, je crois ton cabinet, ça va comme un gars dans la métaphore rugbystique. Ouais, tout à fait. Alors, moi, je connais pas trop le rugby, mais j'entends... je te coince là, je peux te coincer là, non. sur le rugby. Cette idée d'une passe en arrière, je trouve elle intéressante. Mais oui, tu partais sur la question du nouveau, mais je pense que, et particulièrement la rencontre avec les psychotiques, nous force à penser le nouveau comme toujours nouveau. Autrement dit, on n'aura jamais fait le tour de la question. Ce que pose, c'est pour ça peut-être qu'on veut les faire taire, les psychotiques, c'est que de toute façon, l'être humain est une énigme vivante et que, au bout du compte, on n'en saura jamais rien. Quoi. C'est peut-être ça la passe en arrière. Quoi. C'est ça. C'est se retourner vers l'origine, d'où on vient, et ben, c'est une totale énigme. Qui suis-je ou cours-je dans quelle étagère C'est la répétition qui implique le gros chacun. J'ai souvent eu l'image, en rencontrant des psychotiques, j'en vois quelques-uns des fois dans mon cabinet, de la bande de Mébius, mais c'était comme si on était chacun de chaque côté de la bande. Alors on essaye de rejoindre l'autre, mais au fur et à mesure qu'on essaye de rejoindre l'autre, il tourne aussi. Hein. Donc on est bien du même côté de la même bande, mais en même temps, on ne peut pas se rejoindre. Quoi. Bon. On peut se frôler. Quoi. C'est ça le toujours nouveau, d'ailleurs. À emprunter la métaphore rugbystique, il faut rendre à César ce qui appartient à Jules. Celui qui m'en a parlé, qui a fait un parallèle entre la psychanalyse et le rugby, c'est Marie-Jeanne Soré. Et Marie-Jeanne Soré, j'ai envie qu'on en parle un peu parce que, d'une part, il a fait la postface de ton livre, je trouve une très belle postface. Et Marie-Jeanne Soré, bon, nous le connaissons, c'est quelqu'un qui a quand même, qui œuvre dans l'articulation entre le lien social et le discours psychanalytique. Il se trouve que la postface, il l'a écrite, je crois, un mouvement extrêmement bouleversant, et pour lui et pour nous tous, puisque c'est le lendemain, ou en tous les cas dans l'immédiateté des attentats de novembre dernier à Paris. Donc, ça nous repose quand même la question aujourd'hui, voilà, de ce lien social contemporain, de la folie, une forme de folie ambiante, y compris dans ce lien social, peut-être dans son lien, comme l'aurait fait Marie-Jeanne avec le discours capitaliste, et le fait engageant en règle là, malheureusement dans les attentats c'est pas une métaphore, mais là ça l'est du discours analytique, dans ce lien social. Qu'est-ce que ton ouvrage, finalement, en écho à tout ce que je viens d'essayer de dire, assez maladroitement, mais qu'est-ce qui nous apprend aujourd'hui sur le lien social contemporain, de cette folie ambiante? Est-ce qu'il est à ce titre d'actualité ou pas vraiment?
est-ce qu'indirectement il nous permet d'entendre quelque chose de ce qui se passe aujourd'hui? En tout cas, Marie-Jeanne a bien compris l'esprit du bouquin et qu'on ne peut pas détacher du contexte social dans lequel on vit. C'est-à-dire que même si tout le monde est fou, ça c'est un énoncé de Lacan d'ailleurs, assez étrange, même si tout le monde est fou, il y a des formes de folie qui sont du côté de la destruction et d'autres qui sont du côté de la création. Notre société capitaliste, hypermoderne, etc., produit finalement des passages à l'acte fous qui sont du côté de la destruction. Voilà. Je crois que c'est pour ça qu'on a tous été touchés par cette dimension des attentats de Paris au cours de l'année. Et puis bon, Marie-Jean a écrit, je crois, le lendemain pratiquement des attentats, quoi. Donc la question, on n'a pas tellement le choix finalement. C'est soit dans des formes de création qui permettent de tisser le lien social, d'être avec les autres, soit dans des formes de destruction du monde. C'est pour ça que c'est un peu prophétique et apocalyptique, ça passe face, parce qu'on est à ce tournant du monde aujourd'hui, quoi. On ne sait pas si on s'en sortira d'ailleurs, c'est pas sûr. Avec on voit bien deux extrêmes que Marie-Jean souligne, soit un effacement du sujet sous des formes collectivisantes, fascistes, etc. Bon, il y a quand même une pente du côté du communautariste très très marquée dans toutes les sociétés d'ailleurs. Hein. Soit un éclatement des sociétés sous des formes d'individualisme féroce. Bon, et dans les deux cas, je veux dire, c'est la question du sujet qui disparaît, quoi. C'est pour ça que le seul choix qu'on a finalement, bon, et du coup c'est pas un choix en tant que tel, en termes de survie de l'humanité, c'est qu'est-ce qu'il en est du sujet et de ses capacités de création. Je crois qu'on ne peut pas aller ailleurs, quoi. On voit en quoi d'ailleurs le travail avec les psychotiques nous pousse de ce côté-là. Je me souviens d'une remarque de Maud Manoli il y a longtemps qui disait le niveau d'une civilisation, on peut mesurer le degré d'une civilisation à son respect vis-à-vis des psychotiques. Et je trouve que c'est très très juste aujourd'hui, quoi. Parce que c'est évident que dans des formes de fascisme terroriste, etc., les psychotiques soit vont être manœuvrés, un certain nombre de ces jeunes sont quand même pas loin de la psychose, soit vont être manœuvrés, soit vont être complètement détruits, exclus, etc., quoi. Soit ils vont être à la manœuvre, une forme de paranoïa. Hein. Autrement dit, finalement, le bouquin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à ça qu'on pourrait peut-être parler, je ne sais pas si tu serais d'accord, d'éthique créatrice. Hein. C'est-à-dire qu'on entend bien là que soit finalement on est sur une forme de paranoïa destructrice, comme dans la crispation autour du discours religieux, mais aussi du discours capitaliste, etc. Soit on est dans une forme de paranoïa créatrice et qui produit un vivable, qui produit une invention du vivre ensemble. Oui, exactement. Très souvent, je dis, quand je présente ce travail autour d'Alexandre et quelques autres, hein, oui, c'est vrai qu'on a oublié il y a quelques autres. Et je dis souvent, mais ces gens-là, ils n'ont jamais fait de mal à personne, quand même. C'est important. C'est ça. Enfin, c'est important. Il me semble que le curseur, la marge de manœuvre, c'est est-ce que quelqu'un, en s'intégrant, y compris comme psychotique, apporte quelque chose à la civilisation? Ça, je le pense. Ou est-ce qu'il est dans des formes inacceptables socialement? Tous ces gens dont je parle dans mon bouquin, qui sont fous comme des lapins, hein, comme on dit, hein, d'accord? N'empêche qu'ils n'ont vraiment jamais fait de mal à personne. Au contraire. Hein, je parle d'une personne qui s'appelle Henriette, qui est ambassadrice des extraterrestres, et bon, qui recueillait les messages des extraterrestres qui habitent au cœur de la Terre, dans des formes picturales, dans des flots de couleurs, etc. Bon, non seulement elle n'a jamais fait de mal à personne, mais en plus elle nous a fait du bien, puisqu'on peut voir ses œuvres aujourd'hui au musée d'art brut
de Villeneuve d'Ascq, quoi. Voilà. Je crois que c'est un point important, ça. Hein. Ça donne consistance peut-être au diable, mais sans l'incarner. Oui. Et Alexandre, il n'a jamais eu besoin de Kalachnikov, lui. Exactement. En se battant contre le diabolique, il a libéré quelque chose du symbolique, quoi. C'est ça. Hein. Je crois que c'est un véritable enseignement, finalement.